moi, je vais commencer par une question. J'imagine que vous connaissez tous La Poste, mais qui n'a jamais été sur le site laposte.fr? Ah, super, ok. Quelques mains encore qui se lèvent. Donc, moi, je suis en charge de l'audience digitale pour laposte.fr, et en quelques mots, sur laposte.fr, on accueille 25 millions de visiteurs uniques par mois, qui viennent à la fois pour du suivi de courrier, de colis, de la modification de livraison, mais aussi pour une partie e-commerce, donc pour acheter à la fois les produits postaux, que ce soit des timbres, des étiquettes pour l'envoi de colis, mais aussi on a une marketplace avec des partenaires tiers qui proposent des produits qui sont en connexion avec notre univers, notamment des cartons pour le déménagement ou autre. Et sur cette partie e-commerce, du coup, sur 2024, on fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, autour de l'IA générative, on a initié un premier POC l'année dernière, autour du contenu édito à vocation à être référencé sur les moteurs de recherche. Et on avait une problématique, enfin plusieurs dimensions dans cette problématique, c'est comment on produit plus de contenus qui vont exposer des produits de la marketplace. Comme vous l'avez vu, on a des dizaines de milliers de produits sur cette marketplace. Donc comment on peut produire à grande échelle, comment écrire du contenu quand on n'est pas forcément spécialiste de tous les univers qui sont proposés dans cette marketplace, et aussi comment adopter l'IA sans forcément perdre l'humain. La personne que vous voyez à l'écran, c'est une vraie personne, c'est pas généré par l'IA, c'est Clémentine qui est responsable contenu dans mon équipe et qui a fait partie des 50 000 collaborateurs qui avaient été formés déjà en 2020 à l'IA. Mais pas encore l'IA générative. À l'époque, on n'avait pas encore pris la vague, mais les équipes du pôle Data IA, Fatia est là, avaient initié du développement du capital humain sur des sujets Data IA. Et donc, pendant le confinement, on a fait 4 heures de e-learning autour de l'IA. À l'époque, ça ne nous parlait pas trop. Mais fast forward, on arrive fin 2022, ChatGPT, tout le monde s'intéresse au sujet. Et là, on s'est dit, OK, on comprend que c'est pas juste de la data, des chiffres, c'est aussi du contenu généré aujourd'hui par de l'humain qui peut être fait par des machines. Et à l'époque, Clémentine, elle a eu un peu les chocottes parce que elle s'est dit, moi, mon métier d'aujourd'hui, demain, je vais être remplacé par des IA. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a rassuré. En tant que manager, moi, c'était important de ne pas aller dans l'opposition en mode de oui, mais de toute façon, tu vas faire autre chose et l'IA va tout faire à ta place. Non, mais c'était comment on prend en main cette IA. Donc, parenthèse publicité, on avait invité Emmanuel en 2023 pour nous faire une petite évangélisation autour de l'IA. C'était vers début 2023. Et donc, Clémentine a commencé de son côté à faire des premiers tests, mais on n'était pas du tout sur l'attendu, c'est-à-dire que le contenu qu'on générait à l'époque en 2023, il n'était pas top. Et on a compris que c'était un peu l'histoire de bullshit in, bullshit out. Donc si on ne maîtrisait pas le prompt et tout ce qui s'ensuit, on n'allait jamais avoir le contenu qui va être exposé à nos utilisateurs et qui a pour vocation de se référencer sur les moteurs de recherche. Et donc on avait aussi cette contrainte on n'allait pas pouvoir avoir des budgets extensibles, donc on s'est mis en mode task force avec le reste de l'équipe, donc les experts SEO de l'équipe, durant le mois d'août 2024. Donc là on s'est mis, ok, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ne pas juste dire à notre rédactrice web de se débrouiller et de prendre en main l'IA. Donc on a essayé de prendre en main de façon un peu plus haut niveau, c'est-à-dire que même pour les prompts, on a commencé à utiliser l'IA pour générer des prompts. Donc l'équipe a créé des méga prompts qui derrière ont été utilisés par la rédactrice. Ça nous a permis de produire en un temps record. On a produit 200 contenus en 3 semaines. On a un rythme de croisière habituel, plutôt de faire 200 sur l'année. Derrière, avec l'IA, quand on voit qu'on peut aller aussi vite, ça nous a un peu enchanté. Et donc en termes de gain de temps, c'était énorme. En termes de budget aussi investi, parce que sur certaines problématiques où il y a des aspects juridiques,
on passait par des prestataires externes pour produire ce contenu-là. Là, on était en capacité de le reprendre en main. Donc, on a divisé les budgets de production de contenu. Et quand on a publié ces contenus fonctionnaient, nous ramenaient du trafic. Donc, sur la marketplace, donc c'était un peu notre petit lab pour essayer de nous rendre un peu plus visibles sur des thématiques très concurrentielles. On a obtenu plus de trafic via les moteurs de recherche, donc plus de clics, plus 36% sur la période qu'on a observée, et un chiffre d'affaires derrière qui a suivi. Derrière, quand on a vu le succès de ce premier époque, on s'est dit en fait, on ne va pas s'arrêter là et on ne pourra pas non plus le faire encore à une échelle qui est restée quand même manuelle. Donc, on a eu des premières discussions avec des équipes en interne et on s'est dit, en fait, il y a quelque chose qui commence à émerger, c'est les agents IA. Donc, c'était fin d'année dernière. Et donc on s'est dit, en fait, on a à la fois l'IA, mais on a aussi des outils SEO qu'on utilise au quotidien, Your Text Guru, la Search Console, SEMrush et compagnie. Comment on peut mettre tout ça en œuvre pour raccourcir les étapes et pas mobiliser tout le temps une équipe qui fait des choses. Je vais passer vite sur cette partie-là que Emmanuel a évoquée tout à l'heure. Donc, c'est quoi un agent et il a bien expliqué. Je vais plutôt parler du workflow pour la création d'un contenu qui est prévu pour être optimisé et derrière être référencé sur les moteurs de recherche. Donc il n'y a pas que la dimension un prompt pour dire je veux écrire un contenu sur tel sujet. Il y a la dimension de savoir qu'est-ce qui se dit aujourd'hui, quels sont les contenus existants et qui ont été produits par d'autres acteurs. Donc là, il y a un agent qui va vérifier ce qui ressort en première page des moteurs de recherche. Un autre agent qui va nous dire, au fait, sur les requêtes, quelles sont les plus prioritaires. Un autre agent qui va vérifier nos performances passées, parce que on a utilisé le workflow que j'évoque là, à la fois pour la production de nouveaux contenus, mais on s'est dit, en fait, il y a du contenu existant, on peut aussi l'optimiser. Et donc, on a remouliné des choses pour réécrire une partie des contenus qu'on avait déjà en ligne. Donc ça, la version que je vous ai montrée avant, ça c'était un peu pour esquisser. En réalité, c'est quelque chose qui ressemble plutôt à ça. Alors, désolé, j'ai pas prévu de vidéo, mais j'aurais pu, pour zoomer sur certaines sections. Là, je vais juste vous décrire. Donc, il y a l'input au démarrage pour dire, voilà le sujet qu'on veut traiter. À un autre endroit, on a les personas, parce qu'on s'est dit, en fait, on a des publics qui sont différents, entre le grand public, les professionnels, avec des activités différentes. Donc, on choisit le bon persona auquel on va adresser ce contenu. Et ensuite, il y a plein de petits agents qui vont procéder à différentes analyses, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans les contenus qui existent. Quelle est la taille du contenu idéal? Quel est le danger SEO si on est dans la suroptimisation? Quelle est la densité cible de tel ou tel mot-clé? Et donc, tout ça va s'exécuter et va nous produire, non pas un contenu, mais 2 ou 3 en fonction de la thématique, qui, donc je vous ai parlé d'intervention humaine à l'entrée, mais aussi à la sortie, pour là venir évaluer, est-ce que dans les différents scores que l'agent qui est prévu pour le scoring, on peut choisir, on peut modifier et retoucher le contenu pour l'adapter et s'assurer que c'est un contenu qui coche toutes les cases. Et du coup, l'intervention humaine, elle prend un peu de temps. Et donc, même si on a la capacité aujourd'hui, avec ce type de workflow, de produire jusqu'à 100 000 contenus, on va avoir un problème de risque. C'est-à-dire l'intégration derrière, elle est quand même complexe. Et il y a d'autres sujets que j'évoquerai après qui nous tiennent aussi. Et donc la solution qu'on teste s'appelle Draft and Goal, qui est une solution qui a été créée par des gens qui viennent aussi du SEO. Donc ça, c'est l'ambition pour cette année. On a, comme je l'évoquais tout à l'heure, touché le côté marketplace très concurrentiel. On a un autre sujet sur le référencement local. On a un réseau de bureaux de poste un réseau de points de contact assez vaste, avec 17 000 points de contact. L'idée, c'est comment on crée du contenu pour afficher la bonne information à l'échelle locale. On faisait avant ce qu'on appelle des textes à trous, c'est-à-dire c'est le même texte partout, mais ça change au niveau de l'adresse, de la localité. Là, on a la capacité d'écrire le contenu autour du point de contact spécifique.
Et du coup, les équipes d'Ataïa chez nous qui font plein de choses, je pense à toi Fatia, nous ont aussi accompagnés sur une autre dimension, c'est les risques autour d'un projet. On ne fait pas un projet IA quand on est le groupe La Poste avec 230 000 personnes et tous les engagements qu'on a, sans regarder ce qui se passe en termes de réglementation, d'éthique. Et donc il y a aussi un autre POC qui est mené autour d'une solution qui accompagne tous les projets. Et donc là, pour notre projet que j'ai évoqué là, il y a 17 actions à mener, des actions autour du risque et sa maîtrise, l'éthique, les données, l'explicabilité, donc toute la partie transparence, la conformité. Et donc on peut identifier quelles sont les actions qui sont autour pour sécuriser notre projet. Et d'autres sujets multiples sur lesquels on se documente, et je vois le temps qui passe. Donc je vous encourage à regarder cette vidéo qui dure 10 minutes, qui est faite par un YouTuber qui permet un peu de se questionner sur nos prompts. C'est-à-dire je vous disais 100 000, mais on ne va pas faire 100 000 parce qu'on sait que chaque prompt qu'on fait a un impact ailleurs dans le monde. Et j'aime bien la dernière phrase qui conclut sa vidéo, c'est « Nous avons créé une intelligence capable de tout calculer, sauf le coût humain de son existence ». Donc ça fait un peu questionner sur tout ce qu'on peut tester, mais quand on est à une échelle comme la nôtre, il faut qu'on soit aussi raisonnable. Et sur le côté humain aussi, on veut qu'il y ait toujours de l'intelligence humaine qui est associée. Il y a des études, même donc Microsoft en début d'année, qui parlent un peu de l'impact sur les capacités cognitives de tout déléguer à l'IA. Donc on regarde ça et des sujets de souveraineté. Et voilà, j'ai dépassé 10 minutes.